c'est le cycle de l'amour, mais tu sais bien que je suis le vrai négrier. Deuxièmement, sa communication, Camus, fin 1959, entre les carnets et la seconde partie du premier homme. Je te passe le micro. Merci. Merci Jean-Louis. On parcourt le monde, mais qu'est-ce qu'on aime revenir à Lourmarin, vous savez. Je suis très très contente d'être là et je remercie infiniment les rencontres méditerranéennes de m'avoir invité aujourd'hui. Alors effectivement, hier soir, Jean-Louis me dit tu vas un petit peu présenter le cycle de l'amour. Tout petit rappel, Camus a organisé explicitement le début de son œuvre en deux cycles, le cycle de l'absurde, le cycle de la révolte, pour dire vite, le cycle d'absurde 38-44, 1938-44, entre le moment de la genèse et le moment de la publication, le cycle de la révolte 43-51, pour dire vite. Il les prévoit comme des ensembles articulés sur une notion philosophique, avec un essai philosophique, un roman et une ou deux pièces de théâtre. Ce ne sont pas des moments de ses humeurs à lui. C'est un parcours philosophique qu'il prévoit en tant que tel. Et la révolte est déjà présente, quand on lit bien le mythe de Sisyphe, dans l'absurde. Mais la démarche philosophique implique cela. Alors, à la fin de ce deuxième cycle, dans ses carnets, il dit explicitement, bon, j'ai fait ces deux cycles-là, et maintenant la création peut-elle être libre ? Et donc, la question de ce troisième cycle reste ouverte, parce qu'on ne sait pas si effectivement Camus aurait laissé la création libre, ni la chute, ni l'exil et le royaume n'entrent dans aucun cycle, pas plus d'ailleurs que l'envers et l'endroit ou Noces. Cela dit, à d'autres endroits, il parle d'un cycle qui serait sur le cycle de l'amour, mais aussi le cycle de la mesure, et les deux sont liés, puisqu'il l'aurait mis sous le signe de Némésis, la déesse qui punit la démesure. Donc d'une certaine manière, c'est la déesse de la mesure. Donc on peut penser qu'il y a quelque chose comme un troisième cycle qui se dessinait, avec l'hypothèse, mais ce ne sont que des hypothèses, que le premier homme en eût été le roman, que ce projet extraordinaire qui s'intitulait Don Faust, Don Juan et Faust rassemblés, et qui revient à plusieurs reprises dans les carnets, que ce Don Faust en eût été la pièce, et on a pu montrer qu'il y avait aussi un certain nombre de remarques philosophiques qui peut-être étaient à la source d'un essai philosophique. Mais encore une fois, tout cela, nous ne le savons pas. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que l'amour, qui était déjà présent au tout début de son œuvre, prenait le premier pas. Quand il écrit le premier homme, je vais parler de ceux que j'aimais, bonheur, joie, et que la mesure vient dire aussi quelque chose de l'amour. Voilà ce troisième cycle, ce cycle inachevé, ce cycle de l'amour, ce cycle de la mesure, et je trouve que c'est très bien que les rencontres méditerranéennes nous aient invités à cela. Voilà ce que je voulais dire pour présenter. Est-ce que j'ai bien fait ce que j'avais à faire ? Oui. Voilà. Non, je crois que c'était important de le dire, et de dire surtout que ce ne sont pas des tranches, mais que tout est mêlé, et que si pour la clarté de la chose, Camus a distingué ces étapes philosophiques, on n'a pas à saucissonner. Je crois que c'est très très important, parce que vous le savez comme moi, trop souvent, on a réduit Camus à un écrivain de l'absurde. Or, on ne comprend pas l'ensemble de l'œuvre de Camus si l'on ne met pas la révolte déjà au cœur de ce cycle de l'absurde, et si on ne voit pas, mais ça c'est tellement évident, que l'amour est partout présent. Alors je passe donc à ma présentation. Camus, fin 59. Il ne s'agira ici ni d'une analyse psychologique de l'écrivain, ni d'une étude génétique de la seconde partie du premier homme, et encore moins d'échafauder des hypothèses sur ce que seraient devenus ces deux chapitres de cette seconde partie tels que nous les avons. Ce qui est visé ici, c'est de faire dialoguer les notes des carnets et ce que nous avons de cette seconde partie, afin d'éclairer l'un par l'autre ces deux gestes d'écriture, très différents. Esquisser un roman
et écrire des notes dans un carnet, ça n'est pas du tout le même geste, mais ils sont concomitants, c'est-à-dire seconde moitié de 59, et il y a certainement des choses qui peuvent naître de leur confrontation. Je les situe plus précisément. Pour le roman, Camus est en train d'entrer dans l'évocation de l'adolescent que fut Jacques Cormery, dans son retour vers le passé, l'adulte Jacques Cormery, qui est bien aussi situé comme adulte, se retournant vers son passé dans cette seconde partie, il quitte les rivages de l'enfance, il aborde au rivage du désir, de la prise de conscience plus aiguë et plus complexe de soi et du monde. Dans les carnets, je vais dire en face, les notes ne sont pas très nombreuses, mais elles sont extrêmement denses, jusqu'à ce texte qu'il fait précéder de la mention pour Némésis, souligné, donc je l'ai mis en italique, et de la double précision à Lourmarin, décembre 59. C'est dans les carnets. Comment donc les notes des carnets éclairent-elles l'écriture de la seconde partie du premier homme? La rédaction du premier homme occupe l'essentiel de l'année 59. À part le mois de mars où il est au chevet de sa mère souffrante à Alger, et il profite pour aller à Ouled-Fayette, là où a grandi son père, à part en juillet où il est à Venise pour Les Possédés, dont il a mis en scène l'adaptation, à part quelques brefs séjours à Paris, il est à Lourmarin et il écrit Le Premier Homme. En mai, au retour d'un de ses séjours à Paris, il note dans ses carnets « Travail repris et avancé dans première partie, Premier Homme, reconnaissance à ce pays, à sa solitude, à sa beauté. » Fin de citation. Du manuscrit tel que nous l'avons, nous pouvons inférer que c'est dans la seconde moitié qu'il écrit le premier jet de la seconde partie du roman, qui a, je le rappelle, c'est essentiel pour notre propos, le titre « Le Fils » ou « Le Premier Homme ». Nous changeons de partie, la recherche du père est terminée, a été très retravaillée, le manuscrit porte des traces de nombreux ajouts et changements, alors que la seconde partie du manuscrit est un premier jet et ne porte pas de traces de réécriture et mutation profonde. Cette seconde partie, telle que nous l'avons, est composée de 2 chapitres, l'un qui est narratif, qui s'intitule « Lycée », avec des sous-titres dans le même chapitre, le poulailler et l'égorgement de la poule, qui semble être un épisode qui renvoie plus vers l'enfance, et jeudi et vacances. Ce premier chapitre est suivi dans le manuscrit d'un chapitre sans titre, mais qui est désigné dans un plan de décembre 59 par ce titre qui a été retenu entre crochets dans les éditions Gallimard, « Obscur à soi-même ». C'est un chapitre beaucoup plus analytique et on sait donc que ce chapitre obscur à soi-même devait être suivi parce que Camus, au moment où, en décembre 59, pour les vacances scolaires, il s'arrête de travailler, il fait ce que nous faisons tous, c'est-à-dire, il refait le plan de là où il en est avec les pages et il écrit ce qu'il va faire ensuite, et c'est écrit très clairement, l'adolescent, 145, et on sait que le manuscrit avait 144 pages. Donc le chapitre qu'il écrira ensuite quand il reprendra le manuscrit, c'est l'adolescent. Je reviens sur Obscur à soi-même, cet étonnant chapitre. Il se présente comme un bilan au plus que parfait, il s'agit de l'enfant, à l'imparfait avec l'adverbe maintenant, quand il s'agit de l'adulte qui est devenu. Ce qu'il a abordé successivement dans ce chapitre extrêmement touffu, c'est la force de vie de l'enfant, son angoisse à la perception confuse de la tension qui règne dans le pays, qui régnait, ses sensations les plus fortes, en particulier olfactives, puis l'amour de l'amour qu'éprouve une femme que lui, adulte, connaît, et enfin sa passion de vivre. Le chapitre passe donc au début d'un, je cite, appétit dévorant de la vie chez l'enfant, à, je cite encore, une pure passion de vivre, toujours aussi vive chez l'adulte. Le chapitre se referme ainsi sur lui-même, après avoir rebondi à 6 reprises sur les termes obscur ou obscurité, qui souvent sont appuyés par un oui. Relisez, c'est très très étonnant, on a des espèces de gong, oui, et juste après revient ce terme obscur, et ensuite la phrase
sonde cette obscurité, de très longues phrases. En décembre 59, donc, Camus s'apprête à camper l'adolescent Jacques Cormery. Son rapport au désir, il l'a déjà commencé. Ses relations avec sa famille, il va le continuer. Ses amis de lycée, ses études, la découverte de la littérature, aurait-il intégré la maladie? On ne le sait pas. Sa prise de conscience de plus en plus nette de la réalité coloniale. Et le bilan que constitue Obscur à soi-même est comme une sorte de préparation de ce qui va suivre. Or, à la complexité de Obscur à soi-même répond une complexité très nette dans les notes des carnets de la même époque. Je répète avant de passer au carnet, pour bien situer les deux types de textes, que mon but n'est pas de chercher des pilotis, dirait Stendhal, à telle ou telle notation. J'exclus du champ de ma réflexion les notations où apparaissent nommément des personnes réelles, ainsi que les trois dernières qui s'adressent à un tu non nommé. Je parle de gestes d'écriture, je ne parle pas ici de biographie. Que voyons-nous dans ces passages des carnets? Nous avons des sensations extrêmement précises, en particulier au moment de Venise, mais pour le reste, ce sont des notations sur le rapport à soi et au monde, sur la morale et sur l'écriture. Des notations brèves, sauf deux très longues notations, dont l'une sur la mer, mais qui, à part un début très mythique ô mère divinité, consiste en des notes de lecture pour un texte. Le second, c'est mon fameux pour Némésis, sur lequel je vais venir. Mais prenons d'abord les premières notations, c'est-à-dire les brèves. Elles sont claires et contradictoires. Beaucoup disent, de manière plus ou moins explicite, un conflit. Mais ce conflit est présenté tantôt comme dépassé, tantôt comme encore ouvert. Le conflit avec les autres semble réglé par un ferme refus, désormais, de toute polémique vaine. Mais la décision est difficile à tenir, puisque une autre note dit « me souvenir, me redire sans cesse », comme s'il y avait un travail à faire. Camus, si je regarde toujours ses notations brèves, a entériné son besoin de solitude, même par rapport aux êtres chers, puisqu'il écrit « je ne peux pas vivre longtemps avec les êtres. Il me faut un peu de solitude, la part d'éternité. » Dans son rapport à soi-même, il se dit à la fois apaisé et en guerre. Quelque chose manifestement a été réglé en lui, je regarde les notes, à la suite de l'ascèse intérieure qu'il s'est imposée quelques mois auparavant comme, il le dit dans les carnets comme cela, étape d'une guérison. Et pourtant, la guerre, c'est son terme, continue. C'est moi-même, écrit-il, que depuis près de 5 ans, je mets en critique ce que j'ai cru, ce dont j'ai vécu. Je me fais la guerre et je me détruirai ou je renaîtrai, c'est tout. Je veux dire, c'est extrêmement fort. Et c'est d'ailleurs de ces phrases-là que Paul Audy, il y a 2 ans, a tiré un livre magnifique qui témoignera pour nous. C'est à partir de ces phrases-là qui ont fait choc chez lui. Et pourtant, des notes toutes voisines, quasiment dans la même page, disent au contraire la plénitude. Je cite encore, « Gardez ce tremblement précieux, ce silence plein que j'ai retrouvé ici, ou encore, face au monde, il se dit plein d'un amour sans objet. » Or, c'est sur des antithèses que repose la note pour Némésis. Pour Némésis, le titre, qui pourrait n'être pas un titre, pourrait relever de cette fonction de laboratoire de l'œuvre que remplissent les carnets. Camus prendrait un certain nombre de notes en vue d'un texte sur Némésis. Il le fait souvent, pour... Bon. Mais en même temps, cette Némésis dont je vous ai dit que c'était la déesse de la mesure et que le 3e cycle était mis sous son égide. Mais en même temps, en soulignant ce terme pour Némésis et en le faisant suivre d'un texte qui a toutes les caractéristiques du poème en prose, il en a la densité et la disposition formelle. L'ensemble, donc, donne envie de considérer pour Némésis comme un titre et non pas comme une indication de destination de notes diverses. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, je l'utilise aussi comme un titre.
Alors, je vais vous lire le texte. C'est un texte qui me pose question depuis tellement de temps que je me suis dit, il faut bien qu'un jour, je m'y agrippe. Je vais vous le lire d'abord, et ensuite, j'en proposerai un commentaire en lien avec tout ce que je viens de dire. J'ai mis les numéros de ligne pour que vous puissiez vous y reporter. Mais je tiens, avant de le prendre en morceaux, de vous le donner comme un ensemble. Je suis persuadée qu'il a été écrit comme un ensemble. Et c'est pour ça que je le considère comme un poème en prose. Je dis tout de suite qu'à la ligne 9, je me suis permis quelque chose, mais je ne suis pas allé vérifier sur le manuscrit. Vous avez vu que j'ai rajouté quelque chose entre crochets. Je ne comprends pas la phrase autrement. Mais je signale que à la ligne 9, je ne suis pas allé vérifier cela. Je le dis, voilà, c'est quelque chose qu'il faudra que je fasse. Cheval noir, cheval blanc, une seule main d'homme maîtrise les deux fureurs. À tombeau ouvert, joyeuse est la course. La vérité ment, la franchise dissimule. Cache-toi dans la lumière. Le monde t'emplit et tu es vide. Plénitude. Petit bruit de l'écume sur la plage du matin. Il remplit le monde autant que le fracas de la gloire. Tous deux viennent du silence. Celui qui refuse se choisit. Qui convoite se préfère. Ne demande ni ne refuse. Accepte pour renoncer. Les flammes de la glace couronnent les jours, dort dans l'immobile incendie. Également dur, également doux, le versant de la nuit, le versant du jour, mais au sommet, une seule montagne. La nuit brûle, le soleil en ténèbres, ô terre qui suffit à tout. Libéré de tout, asservi à toi-même. Asservi aux autres, libéré de rien. Choisis ta servitude. Derrière la croix, le démon. Laisse-les ensemble. Ton hôtel vide est ailleurs. L'eau du plaisir et celle de la mer sont également salées, même dans la vague. L'exilé règne, le roi est à genoux. Au désert finit la solitude. Sur la mer, sans trêve, de port en île, courant dans la lumière, au-dessus des gouffres liquides, joie aussi longue que la très longue vie. Tu te masques, les voilà nus. Dans le jour bref qui t'est donné, réchauffe et illumine sans dévier de ta course. Des millions d'autres soleils viendront pour ton repos. Sous la dalle de la joie, le premier sommeil. Semé par le vent, moissonné par le vent, et cependant créateur, tel est l'homme, à travers les siècles, et fier de vivre un seul instant. Alors vous voyez la densité, la force de ce texte. Il fallait que vous l'ayez en entier. Maintenant, je vais aller le voir dans le détail, mais il fallait que vous l'ayez en entier. C'est un texte absolument étonnant. Et encore une fois, il est entier, il est là, comme une sorte de bloc, mais il est parfaitement passionnant. Il repose sur des antithèses que la construction grammaticale, je vais faire un tout petit peu de stylistique, heurte vigoureusement. Cheval noir, cheval blanc. Les flammes de la glace, qui sont ensuite paraphrasées dans l'immobile incendie. C'est à la ligne 8. Je vais d'abord dire les lignes et ensuite le commentaire. À la ligne 11, la nuit brûle, le soleil en ténèbres. C'est plus complexe, l'antithèse est à la fois entre les deux syntagmes, nuit, soleil, et à l'intérieur de chacun d'eux, le soleil en ténèbres. À la ligne 11-12, même renversement, avec ensuite aussi un double chiasme, libéré de tout, asservi à toi-même, asservi aux autres, libéré de rien. Donc, double chiasme, avec le croisement des termes et le système d'opposition. Double retournement, l'exilé règne, le roi est à genoux. Nous sommes dans le paradoxe. Le paradoxe extrêmement travaillé du point de vue stylistique. Il s'agit de détruire des idées toutes faites et de faire apparaître par ce travail du retournement et du paradoxe la vérité. Retournement encore, à la ligne 2, la vérité ment, la franchise dissimule. Les contraires coexistent, voire s'équilibrent l'un à l'autre.
l'histoire des versants. Également dur, également doux, mais au sommet, une seule montagne. Et c'est comme si, effectivement, les deux versants s'équilibraient, et que la montagne tenait dans cet équilibre-là. Et on se souvient dans la pensée de Midi, et je remonte à l'homme révolté, 1951, la pensée de Midi, qui est la dernière partie de l'homme révolté, le jour et la nuit s'équilibraient l'un à l'autre dans une tension incessante et volontairement maintenue. Ce texte des carnets fonctionne donc comme une sorte de pensée de Midi mise en poème, dans une forme fragmentaire qui convient particulièrement bien à cette pensée tragique. Mais ce texte va plus loin que ce jeu d'opposition, de retournement. Il aboutit à plusieurs reprises à des impératifs que le poète s'adresse à lui-même en même temps qu'à tout homme, que ce soit à l'infinitif ou à l'impératif. Cache-toi dans la lumière. La pensée philosophique se décline en éthique. Et il s'agit, on ne s'en étonnera pas, d'une éthique de la mesure, où les contraires constituent la limite l'un de l'autre. Le jour est la limite de la nuit, donc il la mesure, mais la nuit est la limite du jour et il la mesure. Parce que mesure, ce n'est pas la douce médiocrité, hein, c'est qu'est-ce qui mesure quelque chose, je suis persuadée, que beaucoup d'autres ici, bien meilleurs philosophes que moi, en parleront. Ce qui est visé ici, ce n'est pas la suppression des tensions, c'est même exactement le contraire. La tension est maintenue car elle est féconde. Je reviens à la ligne 1. Cheval noir, cheval blanc, une seule main d'homme maîtrise les deux fureurs. L'homme deviendrait esclave si l'une des deux fureurs l'emportait. On n'annule pas un des versants de la montagne. Mais vécu jusqu'au bout, le paradoxe se retourne en vérité et en vie, et je relis cette étonnante ligne 6-7, c'est Maxime, celui qui refuse se choisit, qui convoite se préfère, on en tire un premier impératif négatif, ne demande ni ne refuse, pour arriver à accepte, et puis encore retournement pour renoncer. Je trouve qu'il y a là une maxime de vie étonnante. Parce que l'impératif de mesure, qui bien sûr est à la source d'une ascèse, s'avère également gage de liberté. Ligne 12, choisis ta servitude. Et c'est le seul moyen d'être libre. L'homme se donne à lui-même sa propre mesure. Le père de Jacques Cormery savait très bien le dire autrement, un homme ça s'empêche. C'est la même chose, exactement. Au bout de cette tension acceptée et de l'ascèse qu'elle implique, surgissent la joie et le plaisir, qui prennent le pas dans la seconde moitié du texte. L'amertume du sel n'est jamais loin, ligne 14, l'eau du plaisir et celle de la mer sont également salées, mais la mer et le plaisir se conjuguent en une joie durable et communicative, analogue à celle de ces instants de plénitude amoureuse que suit un profond sommeil, et on le voit, sommeil ici fait paronomase avec soleil aux lignes 20-21. Soleil, sommeil. L'homme alors est création puisqu'il est moisson, mais il est aussi créateur, c'est la ligne 22. Sans doute est-ce cela que Camus éprouve le besoin de se redire au moment de plonger dans la seconde partie du premier homme, c'est-à-dire d'établir comment un fils sans père parvient à se constituer comme premier homme. C'est l'objet de la seconde partie. Pour y venir, faisons d'abord un détour par le texte central qui est la préface à l'envers et l'endroit, que Camus écrit en 1958, donc quelques mois avant les textes dont je parle ici. On y trouve cette phrase. Et puis, un temps vient toujours dans la vie d'un artiste où il doit faire le point, se rapprocher de son propre centre pour tâcher ensuite de s'y maintenir. Fin de citation. L'adverbe toujours avec le verbe devoir, il s'agit là d'un impératif. Dans cette seconde moitié de 59, Camus est plus que jamais conscient de cette nécessité. Et ses carnets en témoignent. En septembre, il note « Avant d'écrire un roman, en septembre, avant d'écrire un roman, je me mettrai en état d'obscurité, et pendant des années, essai de concentration quotidienne, d'ascèse intellectuelle et d'extrême conscience. » Or, quand il écrit cela, il est en train d'écrire ce roman. Il s'est retiré des joutes publiques, il s'est éloigné de la vie parisienne, il s'est donné un programme d'ascèse, il cherche
cette concentration qui lui permettra d'écrire. Mais cela ne va pas sans contradiction. Rechercher la clarté et l'unité, c'est risquer de figer, voire de tuer ce qui fait l'essentiel de la vie intérieure. Comment sonder le mystère et les contradictions sans les trahir, sans se perdre en les perdant? Dans sa belle autobiographie, Résidente privilégiée, Maria Casares a témoigné de ce questionnement de Camus à cette période. Elle reprend largement les termes d'une lettre que Camus lui a écrite en août 59, ce qui fait que, sans qu'il y ait de guillemets, à un moment donné, les participes passés passent au masculin. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. Elle cite cette lettre et Catherine Camus, il y a quelques années, m'a fait vraiment le cadeau extraordinaire de me lire. Les lettres à Maria Casares ne sont absolument pas publiques. Elle m'a simplement lu ce passage et effectivement, la lettre et le texte de Maria Casares, donc ce que je vais vous lire là, ce n'est pas la lettre, c'est le texte que Maria Casares en a tiré et a publié. Et je vous le lis. Et oui, c'est bien le triste que nous n'arrivions pas à mettre un ordre définitif, une unité bien claire dans ce que nous sommes. Moi, je me suis toujours refusé à l'idée de mourir informe. Et pourtant, sinon informe, il faudra mourir obscur en soi-même, dispersé, non pas serré comme la forte gerbe d'épis mûrs, mais délié et les grains répandus, à moins du miracle, et que le nouvel homme naisse, mais peut-être aussi que l'unité réalisée, la clarté imperturbable de la vérité, c'est la mort même, et que pour sentir son cœur, il faut le mystère et la contradiction, à la seule condition de ne pas cesser la lutte et la quête. C'est le long cri que j'ai entendu aux côtés de Camus 4 mois avant sa mort, quand il s'apprêtait à bâtir sur des terres à cheval, sur le désert et les marais, son premier homme. Le dernier petit paragraphe indique bien que ce qui précède, c'est ce que Camus disait et dont on voit bien les échos avec le chapitre obscur à soi-même et avec la présente réflexion. Nous avons vu tout à l'heure qu'au printemps 59, Camus parlait d'une guerre à lui-même où il se détruirait ou renaîtrait. Ici, on le voit bien, la nécessité de la lutte n'est pas niée, à la condition de ne pas cesser la lutte et la quête. Mais le but en est posé comme inaccessible. Et Camus met en tension cette nécessité de lutter pour aller vers l'unité et la vérité, il la met en tension avec cette autre nécessité, sentir son cœur. Il s'agit de rester au plus près de son vécu tout en acceptant de rester obscur à soi-même. Or, cela, j'allais dire, seule la poésie le permet. Et le travail du langage, d'où résulte pour Némésis, en est totalement traversé. C'est-à-dire, comment faut-il faire cet effort de clarté pour arriver à une unité et en même temps dire, rester près de son cœur au risque du mystère et de la contradiction. Camus le disait bien mieux que ce que je viens de dire juste avant ce texte. Je suis un écrivain, toujours, dans les carnets 59. Ce n'est pas moi, mais la plume qui pense, se souvient ou découvre. Et on a l'impression, dans le chapitre obscur à soi-même, et je vous invite vraiment à y retourner, qu'il y a à la fois que la plume se perd dans les méandres d'immenses phrases. Il y en a une qui a 60 lignes, celle justement où il parle de la tension entre les communautés en Algérie, mais qu'en même temps, elles sont portées par une espèce de puissante nécessité intérieure. Ce sont des textes qui sont extraordinaires à lire tout obscur à soi-même. Et Camus peut se faire confiance comme écrivain, il peut faire confiance à la plume qui l'emmène dans des méandres compliqués parce qu'il a mené et qu'il mène encore cet immense travail intérieur, celui qu'il décrivait déjà comme nécessaire. Et je reviens à la préface de 58, préface de L'Envers et l'Endroit, que je vous cite. Pour être édifiée, l'œuvre d'art doit se servir d'abord de ces forces obscures de l'âme, mais non sans les canaliser, les entourer de digues, pour que leur flot monte aussi bien. Mes digues aujourd'hui encore sont peut-être trop hautes, de là cette raideur parfois. Simplement le jour où l'équilibre s'établira entre ce que je suis et ce que je dis, ce jour-là peut-être, et j'ose à peine l'écrire, je pourrai bâtir l'œuvre dont je rêve. Bien sûr, c'est le premier homme, cette œuvre dont il rêve, et vous voyez pour cela, il faut à la fois maintenir les digues
les abaisser un peu, être entre trop de raideur et en même temps se laisser aller. À la fin, à la mi-58, en même temps que ce texte, il écrivait dans ses carnets une réflexion sur la quête de sa vérité et qu'il disait nécessaire pour accepter son originalité et son impuissance, disait-il. Il termine la note des carnets comme cela. Au centre, la création, avec les forces immenses de l'être enfin respecté. Il s'agit de l'être intérieur. Il faut donc le respecter à la fois dans ses contradictions et dans son aspiration à l'unité pour arriver à construire. Et on a remarqué que pour Némésis, vous l'avez vu, se termine sur cette certitude du pouvoir créateur de l'être. La seconde partie du premier homme, je l'ai dit, s'intitule « Le Fils » ou « Le premier homme ». Outre les défis intérieurs qu'il a à affronter par ailleurs, Camus éprouve le besoin de, pour reprendre un terme qu'il aime, se mettre en règle avec lui-même pour aborder cet épisode délicat de l'adolescence. Il lui faut mobiliser toutes ses forces positives pour entrer plus avant dans la vérité de l'être et du monde, telle que Jacques Cormery va se remémorer l'expérience qu'il en a faite quand il était adolescent. Or, une fois acceptées, les contradictions et paradoxes dont nous avons parlé se retournent en fécondité. Je parlais de force positive. Je reviens encore à Pour Némésis, à la ligne 18. Dans le jour bref qui t'est donné, réchauffe et illumine. C'est pas réchauffe-toi, c'est réchauffe et illumine, sans dévier de ta course. Il y a donc une fécondité pour autrui. Il me semble que raffermi par le travail de recentrage, l'écrivain peut entrer plus avant dans le cycle de l'amour. Je dirais presque, l'écrivain peut laisser entrer l'amour et ses risques, y compris celui de la démesure. Le défi est immense. Dans les fictions des deux premiers cycles, Camus choisissait ses personnages et leurs situations dans une perspective philosophique. Il illustrait l'absurde et la révolte par les réactions et le destin d'êtres ordinaires plongés dans des situations extraordinaires. Lui-même a dit que c'était presque des mythes. Mais la dimension autobiographique du premier homme ne lui laisse pas cette possibilité, même s'il a choisi, par rapport à sa propre expérience, la distance de la fiction. Avec l'adolescence de Jacques Cormery, il est confronté à une réalité intérieure plus tourmentée et à un monde extérieur plus large, plus complexe, plus violent. Le chapitre obscur à soi-même en était la préparation. Paul Odile l'a montré, après l'homme révolté et la chute, Camus opère une révolution profonde. J'ai presque fini. Non seulement dans son écriture, mais dans la fonction même qu'il assigne à cette écriture. Il veut sortir de l'univers du jugement. Et pour cela, sortir du discours qui est toujours argumentation ou polémique. Or, on lit ceci en juin 59, en même temps que tout ce que je vous ai lu, j'ai abandonné le point de vue moral. La morale mène à l'abstraction et à l'injustice. Elle est mère de fanatisme et d'aveuglement. La morale coupe en deux, sépare, décharne, il faut la fuir. Accepter d'être jugé et ne plus juger. Dire oui, faire l'unité, et en attendant, souffrir d'agonie. Texte aussi tout à fait extraordinaire. Ah, vous allez me dire, Camus renonce à l'exigence morale. Non! Il s'agit de penser autrement la morale, pour penser une morale, une éthique en dehors du jugement. L'impératif vaut aussi dans l'écriture. Camus disait dès 1935 qu'il faut témoigner, maintenant il dit qu'il faut témoigner sans juger. Je pense qu'il y est parvenu déjà dans les nouvelles de l'exil et le royaume, où il montrait simplement des destins humains tout simples, où l'exil ou le royaume était touché de manière fugace et paradoxale. Il y est parvenu aussi dans la première partie du premier homme, mais face au monde qu'a découvert l'adolescent, témoigner sans juger est sans doute beaucoup plus difficile. Dans les notes des carnets que nous avons examinées et dans Pour Némésis, Camus se rassemble en quelque sorte pour continuer le premier homme en s'étant prémuni du danger de régler des comptes, de faire la morale, de jouer les redresseurs de tort, pour rester dans l'empathie, ou pour le dire dans les termes plus philosophiques que propose Laurent Bove dans son livre récent, très beau, pour rester par l'empathie au contact de cette immanence dynamique qui est inscrite aussi dans la communauté humaine.
pour Némésis, et j'y reviens une dernière fois, se terminer par cette phrase presque triomphale, semé par le vent, moissonné par le vent et cependant créateur, tel est l'homme, à travers les siècles, et fier de vivre un seul instant. À travers toutes les fragilités et les contradictions, qu'il ne cherche ni à dissimuler, ni à se dissimuler, il y a sans doute quelque chose de cela dans le Camus qui s'apprêtait à écrire le chapitre « L'adolescent du premier homme ». Je vous remercie. Alors, Jean-Louis me dit, allez, tu lis le dernier paragraphe du premier homme, et c'est vrai que là, c'est vraiment un beau cadeau que tu me fais. Et lui aussi plus qu'elle peut-être, puisque né sur une terre sans aïeux et sans mémoire, où l'anéantissement de ceux qui l'avaient précédé avait été plus total encore, et où la vieillesse ne trouvait aucun des secours de la mélancolie qu'elle reçoit dans les pays de civilisation tendre, lui, comme une lame solitaire et toujours vibrante, destinée à être brisée d'un coup et à jamais, une pure passion de vivre, affrontée à une mort totale, sentait aujourd'hui la vie, la jeunesse, les êtres lui échapper, sans pouvoir les sauver en rien, et abandonnée seulement à l'espoir aveugle, que cette force obscure qui pendant tant d'années l'avait soulevée au-dessus des jours, nourrie sans mesure, égale au plus dur des circonstances, lui fournirait aussi, et de la même générosité inlassable qu'elle lui avait donné ses raisons de vivre, des raisons de vieillir et de mourir sans révolte.